Bonjour. Vous vivez un moment qui est, je crois, très caractéristique de la révolution digitale. C'est un moment d'accélération sans commune mesure dans l'histoire. La révolution digitale a commencé il y a déjà longtemps, mais ce moment-là est un moment important parce que vous allez le voir, c'est un moment où on est capable de mettre en œuvre des technologies comme jamais on a pu le faire. Cette révolution est une révolution qui a commencé il y a maintenant des décennies, et je voudrais rapidement revenir avec vous sur ces grandes étapes, ces grands éléments. Le père de cette révolution, plusieurs pères peuvent être appelés. Pour moi, c'est Gordon Moore. Gordon Moore qui va, en 1969, inventer le microprocesseur et qui va avoir cette fameuse déclaration: les microprocesseurs sont appelés à doubler de puissance tous les 24 mois. Cette loi a été vraie jusqu'en 2014. Et vous allez voir que très très vite, le prix de ces ordinateurs, la taille de ces ordinateurs va s'effondrer, tandis que leur puissance de calcul va croître de façon absolument exponentielle, comme vous le voyez ici. En 2000, il y a 250 millions de personnes qui sont connectées à Internet et l'informatique devient réellement domestique, elle rentre dans nos foyers. 10 ans plus tard, l'informatique s'immisce dans nos poches. Vous avez 1 milliard de personnes qui sont connectées à Internet et aujourd'hui, en 2019, vous pouvez acheter des téléphones à ce prix-là. Dans ce téléphone, vous avez plus de puissance de calcul que la totalité de la puissance de calcul qui existait sur Terre au moment où Gordon Moore va édicter sa fameuse loi. Et je crois qu'on voit là, au travers de ces quelques images, à quel point nous sommes effectivement dans une révolution juste par la capacité de mettre à zéro les coûts de distribution et de traitement de l'information, pour ainsi dire. La perspective, c'est une perspective d'accélération. Les analystes nous disent que d'ici 2025, on devrait à peu près avoir 100 milliards d'objets connectés intelligents qui se baladeront dans la nature, dans les réseaux, dans tout un tas d'environnements. Et donc, même si la loi de Moore s'est arrêtée, on a une perspective qui est en continuation. La conséquence, j'ai envie de dire épistémologique, c'est l'aplatissement du monde. Le monde devient plat. Vous êtes tous des parties prenantes de ce monde tel qu'il est en train de naître. Et je pourrais parler de cette fameuse loi de la multitude dont vous êtes des agents. Vous êtes des agents parce que, par exemple, c'est vous qui avez fait Wikipédia. Wikipédia, qui, si on l'imprime, est une encyclopédie qui fait 250 mètres de haut pour la version anglaise et dans laquelle il y a moins de fautes que dans Britannica, qui ne fait que 2 mètres de haut. Donc c'est à la fois de la quantité et de la qualité, et je trouve que c'est très illustratif de la puissance de cette révolution digitale. On a un aplatissement du monde, et je crois que ce qui est très intéressant, et qu'on ne perçoit pas forcément, même quand on est dans la technologie, c'est que la technologie est en train de décentraliser le monde. On voit les GAFA, ces énormes entreprises qui sont centralisées, mais on oublie souvent de voir que les prochaines versions des technologies de distribution de l'information permettent de décentraliser le calcul au-delà de l'information, que par exemple la 5G et les Software Defined Network permettent de repenser complètement la façon dont on conçoit la distribution de l'information et la distribution des réseaux d'une façon générale. Et ces dynamiques sont des dynamiques qui sont en train de modeler la façon dont, de façon très très anthropologique du terme, nous allons organiser nos sociétés demain. La conséquence de tout ça, et vous le savez je pense tous, c'est l'émergence de ce monde incroyable de la donnée qui nous donne des opportunités tout à fait extraordinaires à bien des égards. J'aime bien parler de cette idée de données à plat, de données NoSQL, parce que je crois qu'au début des années 2000, ça a introduit une rupture extrêmement forte en sortant de la base de données et finalement en créant des infrastructures de données qui vont être aussi des layers sur lesquels on va être capable de faire reposer les fameuses machine learning. Et le machine learning, ça a redonné un renouveau à l'intelligence artificielle au sens large, mais aussi au deep learning, au réseau de neurones. 3 grandes innovations. Yann Lequin, je crois, qui a inventé les réseaux de neurones convolutionnels. Derrière, ImageNet qui a permis de traiter à de grands volumes de chats et de chiens et de faire en sorte qu'on puisse entraîner les réseaux de neurones là-dessus. Et puis enfin, Sebastian Thrun, qui, avec Andrew Ng, ont réussi à créer ce qu'on appelle les GPU,
les graphic processor units, qui vont être capables justement de faire fonctionner ces réseaux de neurones à haute volée. Ça nous a permis de sortir de façon définitive de l'hiver de l'intelligence artificielle, et c'est en ce sens où je crois qu'on peut parler d'accélération. Je vous ai dit tout à l'heure que la loi de Moore s'était arrêtée en 2014 pour des raisons physiques, mais néanmoins, on voit une explosion du potentiel des applications numériques au sens large. Et je crois que ce qui est en train de se passer était tout simplement imprévisible auparavant. Je pense évidemment à quelques-unes des applications de l'intelligence artificielle, mais au-delà de ça, et de façon plus prosaïque, je pense au fait que les plus grandes entreprises, les entreprises les plus riches aujourd'hui, sont des entreprises qui étaient imprévisibles. Qui aurait cru que Google, par exemple, serait capable de fournir à des milliards de personnes des services gratuits qui sont extrêmement sophistiqués, qui sont même la quintessence de la technologie aujourd'hui. Qu'il s'agisse de messagerie, de localisation, d'une façon générale, de tout ce qui est intelligence artificielle extrêmement sophistiquée qui existe au sein de ces services, eh bien, les lois du marketing, ce qu'on enseignait aux ingénieurs il y a seulement 15 ou 20 ans, ne permettent pas de répondre finalement à ce que l'on développe au sein de ces entreprises. Donc il y a une rupture de paradigme extrêmement forte dans ces entreprises. Qui aurait imaginé qu'un hippie barbu, Richard Stallman, allait inventer un système d'exploitation qui aujourd'hui se trouve sur 91% des serveurs dans le monde, Linux évidemment, et qui a créé une discipline, l'open source, qui est extrêmement puissante, extrêmement industrielle, extrêmement structurante au sens large. Qui aurait imaginé que Yann Lequin, le chercheur émérite qui a été récompensé récemment du prix Turing, je suis désolé, mais du prix Turing, allait tout simplement être capable de donner à l'ensemble de l'humanité, pratiquement au jour le jour, les développements qu'il fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que c'est plus efficace ainsi. Donc on est dans un monde de l'ouverture, de la distribution, et je crois que les plateformes en Git, GitHub, GitLab, symbolisent plus que tout autre cette idée. Sur GitHub, vous avez aujourd'hui 30 millions de codeurs qui partagent 60 millions de projets, qui représentent plus de 1000 milliards de lignes de code, et tout ça est très 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 largement ouvert, accessible à absolument tout le monde. Donc ce monde-là est en rupture avec le monde dans lequel nous sortons. Le monde dans lequel nous sortons, son système productif qui a permis de construire cette magnifique voûte et la plupart des choses que nous connaissons, c'est un monde qui reposait sur 3 règles managériales extrêmement fortes, qui sont le taylorisme, le failorisme, le weberisme, qui sont en d'autres termes le taylorisme que vous connaissez, la bureaucratie et l'administration. Ce sont tous les 3, pour ainsi dire, des gros mots aujourd'hui, mais c'est eux qui ont organisé l'ensemble des systèmes productifs avec le succès que l'on sait. Et ça, c'est quelque chose qui est très différent de la façon dont fonctionnent ces entreprises. Ces entreprises, ce sont les unicornes et les décacornes qui existent dans le monde en général. Ces entreprises ont mis en place des modèles de management, des modèles technologiques qui sont en rupture forte avec la façon dont ça marche dans 90%, voire 95% des entreprises dans lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Les GAFA, les GAFAM, les BATIX sont des entreprises qui utilisent ces règles technologiques, ces règles managériales, pas parce que c'est plus sympa, mais parce que c'est beaucoup plus efficace et que ça utilise plus de capital humain au sens large dans ces entreprises. J'aime bien qualifier ces entreprises de plateformes, parce que oui, évidemment, ce sont des plateformes technologiques avec des expositions des données qui sont extrêmement fortes, des API, des choses comme ça, mais ce sont avant tout, et je crois que c'est important pour vous de le retenir, des entreprises qui s'attachent à mettre fin aux silos. On casse les ruptures qui existent entre les fonctions dans les entreprises et qui font en sorte qu'on perd beaucoup de productivité. Dans les entreprises digitales, grâce à des outils technologiques, on va être capable de mettre en œuvre des modèles de management, des modèles d'organisation qui reposeront massivement sur la transversalisation de la data et qui vont créer des modèles extrêmement efficaces, aussi bien pour ce qui est de produire de l'innovation que pour produire les services de ces entreprises en tant que telles. Alors, si je devais parler de ça, je dirais qu'il y a 3 notions fortes.
il y a dans ces outils les analytics, il y a au-delà de ça les outils de partage de l'information, l'instant messaging, et puis il y a les outils qui vont permettre de partager des projets. Si vous pensez à Slack, c'est exactement ça. Ça fait ces trois fonctions-là de façon extrêmement brillante. Et Slack, finalement, n'est que la conséquence d'une organisation. Moi, j'ai des amis qui sont codeurs dans la vallée et qui disent qu'ils refusent d'aller travailler dans une entreprise qui n'utiliserait pas des outils de type Slack parce qu'ils considèrent que c'est totalement improductif d'être dans des cycles en V, des cycles taylorisés tels qu'on les connaît et qu'on les connaît encore dans beaucoup d'entreprises occidentales. En d'autres termes, une entreprise traditionnelle, c'est ça. C'est des systèmes d'information, les briques de couleur en bas, qui ne se parlent pas ou très peu, les uns entre autres, et puis de la hiérarchie qui part du haut vers le bas. On fait exploser ça, généralement en partant du département informatique, et on va aller peu à peu vers des entreprises qui sont des entreprises structurées en mode projet, où il y aura beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus d'autonomie, mais qui seront malgré tout extrêmement coordonnées par les systèmes d'information modernes qui vont permettre de souder la data de façon transversale et de faire en sorte que les équipes vont pouvoir sortir de leur silo fonctionnel pour entrer dans une organisation totalement agilifiée, totalement projet. Ce modèle-là, certains doutent qu'il soit applicable à très grande échelle. Moi, je l'ai vu fonctionner dans des entreprises de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et que ce soit des entreprises de code ou des entreprises traditionnelles, on est en train de faire la démonstration que ça fonctionne de façon absolument importante. Et la robotic process automation, c'est exactement ça. C'est prendre des processus traditionnels avec beaucoup de barrières fonctionnelles qui sont généralement traitées par la bureaucratie et faire en sorte que on arrive à... J'ai des slides qui passent tout seuls. On arrive à automatiser ces process et à les détailloriser de façon extrêmement massive. Je crois que ça vient d'être énoncé et ça mérite d'être réénoncé. La grande caractéristique du monde qui vient, c'est un monde qui va être massivement détaylorisé. Ce qui est en train de se passer, c'est une rupture à main égard dans les cycles productifs. La première des choses qui se passe, c'est une accélération des cycles d'innovation. Auparavant, les cycles étaient longs parce qu'on isolait l'information, elle était siloisée entre les entreprises, au sein des individus dans les entreprises. Et donc, on pouvait continuer à vivre comme ça, puisque tout le monde vivait comme ça. Aujourd'hui, avec ces plateformes qui partagent l'information, avec ces processus qui aplatissent la donnée et qui la transversalisent, les cycles d'information sont en train de se radicaliser. Ils se rapprochent de façon extrêmement importante et on change de cycle. Les entreprises ne peuvent plus faire l'économie de cette transformation absolument radicale, qui est certes une transformation technologique, mais aussi très largement une transformation managériale. Alors comment on fait? D'habitude, ce qu'on fait, c'est ça. On crée une organisation, on met des process d'innovation de rupture qui vont embêter tout le monde et sur lesquels les anticorps, c'est-à-dire les gens qui sont gênés par cette innovation, vont se précipiter pour la détruire. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner à l'égard de votre transformation digitale, c'est de ne pas faire ça. C'est de commencer par un quick win, c'est-à-dire d'isoler un processus au sein duquel vous pensez que vous pouvez réussir, de mettre des nouveaux modèles fonctionnels, des nouveaux modèles d'innovation, des nouveaux modèles de production. Ah, je suis désolé, les slides passent tout seuls. Des nouveaux modèles d'innovation et de faire en sorte que ces modèles d'innovation commencent à se développer, qu'il y ait une équipe qui s'en empare et qui finalement fasse en sorte qu'il y ait un premier niveau de succès au sein de ces équipes. Donc quand cette équipe a commencé à réussir ce premier niveau de succès, eh bien, vous avez la capacité de dire, maintenant que nous avons prouvé que ce système d'innovation fonctionne et qu'il est comparable finalement à l'ancien, vous allez pouvoir faire une chose extrêmement simple, vous allez pouvoir prendre les membres de cette équipe et vous en servir comme des évangélistes qui vont aller contaminer votre organisation traditionnelle et finalement faire les apôtres de l'innovation de rupture, de systèmes agiles, de systèmes basés sur la culture de la data, et peu à peu faire en sorte que vous allez contaminer votre organisation traditionnelle. Vous allez passer de petits silos qui seront désegmentés à des plus gros silos qui seront désegmentés. Vous allez passer de la recherche qui sera désegmentée
au DevOps qui sera complètement désegmenté. Et finalement, vous allez aplatir votre entreprise avec un seul objectif, qui est l'objectif final, qui est le client. Alors, je voudrais vous donner une idée très aboutie de ce que peut être la révolution digitale, ce à quoi vont s'atteler les startups et sans doute les entreprises traditionnelles qui voudront faire cette transformation, en partant des services bancaires. Services bancaires, dans le domaine de l'immobilier, c'est un silo parmi une expérience complète. Je pense que tout le monde ici a déménagé une fois. Eh bien, quand vous déménagez, vous êtes obligé de passer par toutes ces bulles. C'est-à-dire que vous devez rechercher un appartement, l'identifier, aller chez le notaire, emprunter de l'argent, organiser votre déménagement, acheter de l'immobilier, et puis vous faites tout ce processus à la fois. Eh bien, ce qu'on peut imaginer, et ce qui est en train de se passer en particulier, cet exemple vient de Chine, c'est que grâce à la data, grâce à la robotic process automation, on soit capable de prendre ces systèmes qui sont extrêmement ennuyeux et de souder cette expérience et d'en faire une seule expérience. Donc cessez de voir votre métier par votre histoire. Voyez votre métier par votre client. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui change complètement la culture des entreprises et qui va pousser, par exemple, le monde bancaire à sortir d'une culture, on va dire, de la legacy de l'expérience pour rentrer dans une culture du client, de la user interface au sens large. Et cette application, ce service, peut s'appliquer à peu près à tout ce que vous connaissez d'une façon générale. C'est la révolution qui est en train de nous faire face. 4 conseils pour réussir sa transformation digitale. Le premier, il n'y a pas de transformation digitale qui vaille si votre top management n'est pas embarqué. Je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la technologie. Oubliez la technologie. C'est de la culture et du management. Pour pouvoir décelluliser une entreprise, pour pouvoir la mettre à plat, pour pouvoir l'organiser vers le client, il faut beaucoup de courage managérial parce que les résistances des baronnies vont être absolument énormes et je le vois absolument partout. La deuxième notion, c'est que vous avez un enjeu de HR. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire pour réussir dans ces entreprises, c'est prêter une attention première au capital humain. Vous allez devoir faire en sorte de reskiller les gens qui ont besoin d'être reskillés, de donner des éléments de culture aux gens qui vont devoir travailler de façon beaucoup plus agile, de façon beaucoup plus ouverte, et c'est quelque chose qui se fait, qu'on ne croit pas que c'est quelque chose qui est insurmontable. Je vois des entreprises très traditionnelles, parfois centenaires, réussir à faire ça. Et donc, finalement, pour moi, le CDO dans une entreprise, ce n'est pas le DSI, c'est avant tout le HR manager, c'est le patron des ressources humaines, qui a un rôle absolument premier à jouer, avec évidemment des arbitrages de la part du CEO qui sont toujours en sa faveur. La troisième notion, c'est une notion évidente, c'est qu'il faut faire de la transformation digitale un projet collectif. Il faut l'exprimer au travers d'une vision qui va être sous-divisée en roadmap et faire en sorte que cette roadmap soit co-construite par l'entreprise et soit portée très très haut, affichée par le top management pour qu'il y ait une compréhension de vers où on va. Je ne cesse de compter les entreprises qui affichent leur volonté de faire une transformation digitale sans qu'on sache vers où on va, quelle est la vision de l'entreprise. Vous observez que les Jeff Bezos, les Sergey Brin sont capables d'affirmer une vision qui s'exprime en décennies. Vous prenez les discours de Jeff Bezos de 1995 quand il a fondé son entreprise, eh bien c'est à peu près ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de polariser les collaborateurs. Et puis la dernière notion, et je pense qu'elle s'applique particulièrement bien ici, je n'ai pas fait ce slide particulièrement pour UiPath, je l'ai fait parce que c'est quelque chose auquel je crois profondément, c'est qu'il faut créer une culture de l'expérience totale, du design dans votre entreprise, du design thinking. C'est-à-dire, comme le dit Jeff Bezos, et je crois qu'à cet égard, il a raison, tout ce qui ne sert pas le client final est inutile. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fonctions qui sont, je dirais, très back-office, qui sont totalement utiles parce qu'elles servent le client final. Mais l'idée exprimée derrière cette notion-là, c'est qu'il faut transversaliser l'entreprise et mettre au bout le client. Et ça veut dire qu'il faut supprimer la bureaucratie pour faire en sorte qu'on soit
le plus sur la data qui soit l'expression de ce qui va permettre de relier l'ensemble de l'entreprise aux clients. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.